Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlag ich dir in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu, mach zu. Trau dich nur. Was schlag ich dich zusammen, Trau du? dich nur. Wenn du zu früh... Le 4 mars 1982, le cauchemar prend fin. Il se nomme Fitzcarraldo et il repose sur l'un des tournages les plus apocalyptiques de toute l'histoire du cinéma. Un enfer au cœur de la forêt, où la folie et le génie se sont livrés à un bras de fer colossal. Des victimes, il y en a eu, ainsi que des cris, des larmes et du sang. Tout débute en 1978 lorsque Werner Herzog, réalisateur phare du nouveau cinéma allemand des années 60-70, décide de conter l'histoire de Brian Sweeney Fitzgerald, un amoureux d'art lyrique qui souhaite reconstituer un opéra au cœur de la forêt amazonienne. La quête d'une utopie sans commune mesure. Jason Robards est engagé pour incarner Fitzgerald, Mick Jagger le rejoint, le tournage débute, il durera presque 3 ans. La démence s'installe peu à peu. Le guide de Herzog se tronçonne la jambe après s'être fait mordre par un serpent venimeux. Les Indiens, alors en lutte contre les compagnies pétrolières, pillent le site du tournage, détruisent le matériel, blessent certains membres de l'équipe. Herzog fait prendre des risques inconscients aux différentes personnes qui l'accompagnent, car Herzog est un expéditeur qui ne réalise pas que des films. Il les crée, il les vit, il les façonne, quel qu'en soit le prix, quitte à y laisser son corps, sa morale, sa vie et son âme. Herzog s'abreuve du danger et du déséquilibre pour bâtir des chefs-d'œuvre, ce qui lui vaut depuis quelques années une réputation de tyran irresponsable. Le tournage traîne. Mick Jagger doit quitter les lieux, son emploi du temps chargé l'y obligeant. Jason Robards monte au sommet des arbres en hurlant, en s'esclaffant. L'acteur qui souffre en plus de dysenterie perd la raison. Il est rapatrié d'urgence aux États-Unis. Pour lui, Fitzcarraldo, c'est terminé. Werner Herzog est au pied du mur. Son long métrage devient un bateau qui doit franchir une montagne. En catastrophe, il fait appel à son meilleur ennemi pour remplacer Robards et l'aider à sauver son œuvre de la noyade. Klaus Kinski. En 1981, alors que l'un dans un sursaut de mégalomanie décide de mettre en scène l'une des séquences les plus dangereuses et démentielles du 7e art, espérant peut-être ainsi s'approcher au plus près de la chimère de Fitzcarraldo, l'autre fait de l'environnement gravitant autour du film de Herzog une zone de guerre, un champ de bataille où la violence, la haine, l'instinct primal révéleront l'expression la plus sombre de leur misérable visage. Herzog et Kinski ont sombré à tel point qu'ils s'en sont sortis, livrant au passage l'un des films les plus incroyables de ces 40 dernières années. La vie des deux hommes ne sera plus jamais la même après cela. Continuons notre enquête sur le meurtre de Klaus Kinski en nous plongeant aujourd'hui dans le trouble d'une relation entre deux démons, deux désaxés, deux prodiges. La première rencontre entre Werner Herzog et Klaus Kinski est une coïncidence fortuite comme seules les légendes mythologiques savent si bien les décrire. Nous sommes en 1955 à Munich. Klaus Kinski bourlingue alors de petit rôle en petit rôle aux quatre coins de l'Allemagne. Werner Herzog, lui, n'a que 13 ans. Un temps, Kinski, dans son parcours décousu, s'installe dans le même appartement que celui de la famille de Herzog. Le futur réalisateur racontera quelques années plus tard que pendant les quelques jours où Kinski vivait à ses côtés, le comédien piquait des crises de colère à en jeter le mobilier par la fenêtre, sans se douter que 16 ans plus tard, ensemble, ils débuteraient une collaboration tourmentée, faite d'amour et de haine, de passion
et de rage. Marquons une parenthèse. Chacun d'entre nous peut logiquement être amené à penser qu'un comédien qui réussit sa carrière au point de devenir une vedette est forcément un individu passionné par son travail. C'est effectivement vrai dans la plupart des cas. Rares sont les stars reniant leur statut et leur métier. On ne devient pas un acteur célèbre par défaut. Kinski est l'exception à la règle. Sans se désavouer en tant que célébrité, Kinski est un individu qui prétendra toute sa vie n'aimer ni le cinéma, ni le théâtre, et n'avoir exercé ce métier uniquement parce que cela lui permettait de gagner correctement sa vie et de se payer tout ce qu'il souhaitait. Kinski était un paresseux. Et cela, je l'affirme dans la sélection de ses rôles au cinéma, passant de la série Z au film d'auteur comme on change une chemise. Il détestait le théâtre car cela impliquait d'apprendre un texte, lui qui était pourtant capable de réciter par cœur des passages entiers de Villon. Pour Kinski, tant qu'une participation à un film quel qu'il soit lui permettait de gagner assez d'argent, ça lui suffisait. C'est pour cela qu'il enverra Boulet, Fellini, Akira Kurosawa ou Steven Spielberg notamment. Fin de la parenthèse. En 1971, Werner Herzog est un réalisateur qui n'a à son actif que 2 films prometteurs, Signe de vie et Les nains ont commencé petits, le premier auréolé de l'ours d'argent au festival de Berlin. Le réalisateur est de la trempe des Wim Wenders, Volker Schlöndorff ou Rainer Werner Fassbinder, eux qui réinventeront le cinéma allemand au cours des années 60-70, le détachant du simple divertissement pour l'inscrire dans un courant plus social, plus intime, plus politique également. C'est la nouvelle vague allemande. Ce qu'il manque à Herzog pour marquer les consciences, c'est une œuvre majeure. Ce sera Aguirre, la colère de Dieu. C'est donc en 1971 que la route de Kinski et Herzog se recroise. Sur Aguirre, Werner Herzog va acquérir le statut de réalisateur de l'impossible. Le metteur en scène fera prendre des risques inconsidérés à son équipe en tournant notamment sur des radeaux flottants, sur des rapides mortels en plein cœur de la jungle amazonienne. Pourtant, et ce malgré des crises de nerfs permanents entre Kinski capricieux qui se targuait d'avoir fait plier le grand David Lean et Herzog impassible au point d'en effrayer les Indiens figurants participant au film, le génie naîtra miraculeusement. De la rencontre étincelante de ces 2 monstres jaillira à la fois le triomphe artistique de Werner Herzog, qui entrera avec Aguirre ainsi qu'avec les autres œuvres qu'il signera ensuite dans la légende du cinéma allemand, et le génie de Klaus Kinski qui enfin acquiert la possibilité d'exprimer son talent d'acteur, tournant aux côtés de Herzog dans les œuvres qui graveront dans le marbre la magnificence de son génie. Le problème, c'est la folie furieuse de Klaus Kinski. Herzog et Kinski se sont peut-être créés mutuellement. Herzog, lui, a pu continuer à exercer son talent sans Kinski. Il ne l'aurait sans doute jamais acquis sans lui, mais il a pu s'en émanciper par la suite. Kinski, lui, aurait pu inscrire son nom aux côtés des plus grands, car Kinski avait le talent des plus grands. Seulement sa folie furieuse, ajoutée à cette attitude franche mais peu humble concernant les raisons qui l'amènent à exercer le métier d'acteur, le rendent détestable. Combien de fois Klaus Kinski a brisé des contrats en cours? Combien de fois il explosait de rage, lui qui était incapable de demeurer stable sur un même lieu de tournage trop longtemps? Il faut croire que seul Werner Herzog possédait la patience nécessaire pour supporter le bordel, appelons un chat, le bordel provoqué par Klaus Kinski. Klaus Kinski s'apparente en réalité à un boxeur qui chute à chaque coup, un boxeur qu'il faut regonfler à bloc entre chaque round afin qu'il termine le combat. Derrière la rage et la colère se cache aussi inexplicablement que cela puisse paraître une sensibilité, une fragilité. Klaus Kinski a besoin d'amour au point d'user d'un stratagème vicieux pour attirer l'attention sur lui, la discorde. Klaus Kinski se vide de cette rage pour purger le trouble et la fragilité que ses rôles lui assènent. Kinski se livre physiquement et psychologiquement, ce qui brise une part de ce qu'il est réellement au fond de lui. Comme si à chaque performance, une part de Kinski s'en va et se voit remplacée par une part du personnage qu'il interprète. Son agressivité étant un moyen pour lui de redevenir Kinski, celui qui a besoin qu'on lui tende la main, qu'on le relève. En face de lui, Werner Herzog, celui qui l'a probablement le mieux connu, sera le seul cinéaste à saisir en Kinski toute la subtilité de son talent et à le retranscrire sur pellicule, réalisant ainsi les plus beaux films de leur carrière respective. Herzog, dans une exigence à la fois terrible et géniale, épuisait volontairement Kinski au moment des prises de vue de Nosferatu et Wojciech, qui, précisons-le, ont été tournés l'un à la suite de l'autre. Pour capturer la sensibilité et la fragilité de Kinski, Herzog le provoquait consciemment pour le faire exploser. Une fois purgé de son courroux, la caméra commençait à tourner. Kinski a joué Wojciech dans un état de fatigue et de vulnérabilité extrême. Sa performance sera saluée, l'une des meilleures de sa longue carrière. Wojciech sera nommé pour la Palme d'Or à Cannes en 1979.
Après le succès critique de Fitzcarraldo qui apparaît comme le fils prodigue de la relation Herzog-Kinski, l'aboutissement artistique absolu d'une union hors du commun, les choses ne seront plus tout à fait les mêmes pour les deux hommes. Herzog, plié en deux après le tournage catastrophique de Fitzcarraldo, réfléchit déjà à un nouvel axe de travail dans sa carrière. Kinski, lui, poursuit la sienne de carrière enchaînant série Z sur série Z comme Android ou Créature. Les deux hommes se retrouveront en 1987 pour le film Cobra Verde. Pas moins ambitieux que les précédentes œuvres, cette dernière collaboration, qui sera une nouvelle fois rythmée par les coups de nerfs de Kinski, laissera néanmoins beaucoup moins de traces dans les esprits. Herzog et Kinski se retrouveront quelques fois, puis le 23 novembre 1991, Klaus Kinski décède à Lagunitas. Werner Herzog sera l'une des rares personnes qui assistera à ses funérailles et à la dispersion de ses cendres dans l'océan Pacifique. Après la mort de Kinski, Herzog connaîtra une deuxième carrière, dans le documentaire puis de nouveau dans le cinéma. Ces derniers films, comme Rescue Dawn avec Christian Bale, gardent toujours la saveur âpre d'un cinéma brut, violent, mais aussi et paradoxalement langoureux, aérien et mélancolique. Dans le film Bad Lieutenant qu'Herzog réalise, nous y voyons Nicolas Cage effectuer une vis Kinski, façon pour le réalisateur sans doute de continuer à faire exister Klaus dans le cinéma du présent. La relation Herzog-Kinski paraît bien lointaine aujourd'hui. La jeunesse actuelle, moi compris, qui n'a pas connu Klaus Kinski de son vivant, encore moins à l'époque d'Aguirre jusqu'à Fitzcarraldo, ne peut définitivement se rendre compte de la place qu'occupaient à l'époque les deux hommes dans le paysage cinématographique international. Le fait de ne pas l'avoir vécu ne nous interdit cependant pas de la comprendre. Les années se sont écoulées, Werner Herzog s'est fait oublier, restant cependant actif, mais de manière plus anonyme, plus discrète. Klaus Kinski, lui, est mort dans l'indifférence la plus totale. Sa fille Nastasia a tellement su briller de son côté au cours des années 80-90 qu'elle en est parvenue à faire oublier l'existence de son paternel. En 1999, alors que le public et la profession ont depuis longtemps oublié les frasques de Kinski et le cinéma de Herzog, ce dernier revient en force pour signer l'ultime rejeton d'une lucrative et passionnante collaboration, Ennemis intimes. Werner Herzog, de sa présence et sa voix apaisante, contraste saisissant avec la folie antérieure des tournages, revient sur Kinski, l'homme qu'il a connu. Pas de glorification assommante, ni de déversement injurieux, pas de vengeance verbale, ni de brossage de poils présenté sous la forme de remords larmoyants. Herzog raconte Kinski. Il raconte comment Kinski était devant et derrière la caméra. Il remet simplement Klaus Kinski à sa place, celle des plus grands, sans omettre cependant la brutalité de son comportement. Ennemis intimes s'interroge sur la compagnie, l'existence actuelle d'un être manquant et lointain. Ennemis intimes, c'est la dernière pierre de l'édifice, le dernier mystère d'un amour professionnel entre deux hommes qui, ensemble, dans une terrible chute, ont attrapé le sublime pour l'enfermer dans une bobine. Notre enquête avance. Nous en savons désormais un peu plus sur la véritable personnalité de Klaus Kinski. Ceci devrait nous permettre de réunir des indices intéressants qui doivent à terme nous permettre de confondre le meurtrier de Klaus Kinski. Nous sommes face à une vie tourmentée par la rage et le mensonge. Ni sa jeunesse, ni sa carrière professionnelle ne donnent de réponse. C'est étrange. Je suis convaincu d'y voir un lien, un point de concordance. Qu'est-ce qui relie la colère au mensonge? D'où jaillit la violence et la tromperie? Et pourquoi tout ceci pour en arriver à ce génie? Celui qui a tué Klaus Kinski a les réponses. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans le jardin secret de Klaus Kinski. Un jardin qui n'a rien d'idyllique, un jardin ténébreux, énigmatique. Un lieu où colère et mensonge se confondent derrière les masques du sexe et de la douleur. Les escaliers que nous emprunterons nous entraîneront dans un monde où il ne faudra laisser de côté notre morale, notre conception de la normalité. Nous devrons redevenir des bêtes pour tâcher de nous glisser dans l'antre du monstre, au risque d'y laisser une part de soi au cours de notre quête. Les hommes ne devraient être jugés qu'au regard de leur turpitude. Les vertus peuvent être trafiquées. Les dépravations, elles, sont réelles.